Ce titre n'est pas un putaclic, je vous le promets. Et je dirais la même chose à Gege Akutami lui-même. Et il y a une raison à ce que je vais aborder dans cette vidéo. Ce ne sera pas le genre de vidéo déjà où je fournis une petite analyse de personnage, comme pour dire tu ne comprends pas Sukuna, mais moi si. Je vais bien sûr analyser son personnage, mais ça ne finira pas comme vous le pensez. Alors tenez bon jusqu'à la fin pour savoir. J'espère qu'avec cette courte introduction, les gens auront compris que je ne comprends pas moi-même Ryomen Sukuna. Et on y vient, c'est quelque chose que je vais traiter comme prémisse de cette vidéo. Certains pourraient penser que si je suis si convaincu que nous ne pouvons pas comprendre Sukuna, pourquoi faire une analyse? C'est une bonne question, mais voici la différence. Ce que je dis, c'est que nous ne pouvons pas comprendre Ryomen Sukuna en tant que personne, mais on peut comprendre son fonctionnement en tant que personnage. Il a été construit avec un but précis. Reconnaître son incapacité à le comprendre est déjà une caractéristique propre à son écriture de personnage. Et pour mieux analyser l'écriture de son personnage, il est nécessaire de l'accepter. On pourra sans doute pas comprendre Sukuna en tant que personne, mais comprendre son mécanisme dans le scénario. Très bien, maintenant que c'est acquis, passons à l'analyse promise. Que se passe-t-il lorsque l'incarnation même du paganisme et de la liberté complète se retrouve piégée dans le corps d'un adolescent? Et que se passe-t-il quand il s'échappe? Ce sont une paire de questions auxquelles le chapitre 212 et les chapitres suivants ont répondu. Et cette réponse a pour beaucoup été presque trop décevante. Quoi qu'il se passe, Sukuna fait ce qu'il veut. Il y a eu un changement de ton très notable dans l'histoire après le chapitre 212, à tel point que beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons surnommé ce tronçon Sukuna Kaisen. À ce moment-là, on aurait dit que l'histoire était uniquement là pour le mettre en valeur. Cela a donné naissance à tous ces mèmes sur Gege étant un Sukuna simple. Cependant, je trouve sa mise en scène juste excellente. La façon dont ce personnage est présenté est sublime. Il obtient un traitement privilégié, aussi bien dans l'écriture que dans le cadrage, représenté au-dessus de tout le monde. Satoru Gojo, qui avait toujours été décrit comme le sommet arrogant et sûr de lui, comme étant le Bouddha moderne de son époque, a personnellement confirmé la supériorité de Sukuna sur lui. Ensuite, Sukuna a procédé à l'élimination du cast entier, un par un. Alors oui, Akutami, je pense qu'on a compris que Sukuna était juste trop fort. Mais revenons sur la mort de Gojo. Si beaucoup doutent de la véracité des propos de Gojo sur le rapport de puissance Sukuna-Gojo, on ne peut nier la mise en scène. Je m'explique. Satoru Gojo, le Bouddha des temps modernes, le seul homme qui s'est tenu de force sur la même scène que le roi des malédictions, un être au-dessus des autres, et pourtant on sait tous comment ça s'est terminé. Une simple mort hors panel, ce que mériterait un simple personnage secondaire. Récapitulons rapidement comment s'est terminée la fin de Gojo. Satoru a subi une attaque qui n'a été vue ni par le personnage qui était ciblé, ni par le public composé des autres personnages, ni même nous, lecteurs. Une simple brève séquence d'introspection dans leur paysage mental, et enfin, un panel traumatique avec le corps mutilé de Gojo Sensei. Et c'est ainsi que Jogo aussi aura été traité, comme quelqu'un d'ordinaire aux yeux du roi des malédictions. Je prends la mort de Jogo comme exemple, mais pour vous montrer que la mise en scène est là pour représenter ce qu'aucun d'eux ne pouvait atteindre, ces sommets que Sukuna occupe. Voilà déjà une première mécanique chez Sukuna, il représente l'impossible. Et face à lui, même des êtres supérieurs tels que Gojo finissent par redevenir ordinaires. Cette mise en scène, c'est ce qu'on obtient lorsqu'on maximise le potentiel et la force d'un personnage, mais qu'on le confronte à l'impossible. Et Gojo lui-même a été rétrogradé à une position similaire à Jogo. Akutami va même jusqu'à ne laisser aucune marge de manœuvre à la mort de Gojo, en envoyant directement après Kashimo au combat. On n'aura même pas un enterrement ou une simple sépulture à la fin de l'œuvre. Mais bon, ça clairement c'est une autre histoire. Sur les derniers chapitres, Akutami a confirmé que Sukuna était un jumeau cannibale, qui aurait mangé son frère dans l'utérus. Cette infime partie de l'histoire de Sukuna appuie une fois de plus sa singularité dans le monde de Jujutsu Kaisen. Je m'explique. Ce n'est pas le premier exemple de jumeaux dans cette histoire. On nous explique que les jumeaux sont traités par l'énergie occulte comme une entité, ce qui fait que tu nais clairement avec un désavantage. Ton réservoir d'énergie occulte est divisé par deux. Maki avait atteint un plateau douloureux dans sa force, mais c'est une fois que Mai se sacrifiera pour elle, en lui forgeant au passage une épée capable de trancher les âmes, que toutes les restrictions qui lui ont été imposées à la naissance auront été enlevées. Cependant, Sukuna, lui, a rejeté ce destin en mangeant son jumeau directement dans l'utérus. Analysons ce que ça veut réellement dire. Déjà, il faut savoir qu'un enfant atteint l'âge de raison à 4 ans. Ce qui fait que Sukuna, avant même d'être doté d'une raison ou d'une quelconque compréhension du monde et des concepts moraux, a délibérément mangé son frère jumeau pour ne pas être
restreint à la naissance. Il n'est pas seulement l'ultime sorcier avec son corps optimisé pour le jujutsu, il est également représenté avec une volonté capable de plier la réalité. En plus du rejet du destin en mangeant son jumeau, on constate que Sukuna utilise l'air comme base malgré le fait qu'il ne puisse pas explicitement voler. En outre, c'est quelque chose que nous avons également vu chez Maki, qui est spécifiquement attaché à ses sens aiguisés. Une capacité qui est complètement divorcée du jujutsu. Mais chez Sukuna, on le sent clairement, c'est pour une question de domination. Il n'a sans doute jamais eu à apprendre à marcher sur les airs, mais simplement à le vouloir. Et on y vient, à tout ce rabattage médiatique sur les 50 chapitres surnommés Sukuna Kaisen. Alors oui, Sukuna est représenté comme tout puissant. Mais et si je vous disais que c'était le cas, même avant le susdit changement de tonalité, avec certaines touches de différence évidemment, mais même avant que Sukuna ne retrouve sa liberté, le récit était déjà construit autour de lui. L'histoire commence avec lui. Il est l'objet des missions de chacun dans la série, protagoniste et antagoniste à la fois. Sa philosophie de la force et de l'être est considérée comme correcte par le récit, et tout ce qui entre en conflit avec cela est fermé. Tenez, la dépouille de Sukuna a servi des années voire des siècles comme catalyseur à la barrière de Tengen. D'un point de vue narratif, le fait que l'emblème de l'ordre archaïque de Jujutsu lui-même, qu'est la barrière de Tengen autour du Japon, soit maintenu par la dépouille de Sukuna est en apparence extrêmement significatif. Au point où je fais valoir ce point, ça a toujours été Sukuna Kaisen. Tout dans cette histoire tourne autour de Ryumen Sukuna quand il s'agit de signification narrative, de cadrage et de présentation. Sukuna règne en maître sur chaque personnage de cette histoire. Il est le numéro 1. Il est ce autour de quoi l'histoire est construite. Et il n'y aurait pas de Jujutsu Kaisen sans lui. Mais pire encore, c'est lui qui réalise le souhait du héros. Si Yuji s'est promis que s'il ne peut sauver quelqu'un, il doit lui offrir une mort décente, c'est ce que Sukuna a parfaitement réalisé dans le tronçon Sukuna Kaisen. Gojo était déprimé par sa solitude et de n'avoir personne à son niveau, ce que Sukuna aura pu lui offrir. Shozo se sera sacrifié pour la vie de son petit frère et des 9 autres qui vivent en Yuji. Jogo aura pour la première fois pleuré après avoir été félicité par Sukuna. Mais ne nous laissons pas tromper par tout ce supposé Sukuna simping. Voyons Sukuna pour ce qu'il est vraiment, un parasite. Il n'appartient pas à cette époque, prend le contrôle du corps des autres pour pouvoir exister, il en est même dépendant. Ce n'est pas dire qu'il y a une contradiction dans ses caractéristiques ici. Pourquoi ? Parce que sa dépendance est forte et purement préoccupée par l'utilité. Ainsi, Sukuna, qu'on ne peut comprendre en tant que personne, a pour but scénaristique à travers son personnage de représenter le parasitisme et la liberté totale. Aux 10 000 abonnés, je fais sauter le masque. Alors abonne-toi, lâche un commentaire pour me dire si toi t'as aimé la fin de Jujutsu Kaisen et lâche ton like.